Merci beaucoup. Merci encore une fois pour l'invitation. J'espère que le professeur Layassi sera récemment guéri. Alors, je vais vous parler de l'intelligence artificielle, un programme d'évaluation externe de qualité en biologie médicale. Et en commençant, cette présentation a été prise en charge par le programme VLP de l'IFCC. Alors, il faut, par les règles, vous présenter cette diapo. On peut parler un peu du basique, que le rôle du programme externe de qualité est EQA selon les Anglais, ou le programme d'évaluation d'aptitude PT Proficiency Testing selon les Américains, implique l'utilisation de comparaisons interlaboratoires pour la détermination de la performance des laboratoires, ainsi qu'évaluation de la performance analytique des laboratoires conformément aux conditions prédéterminées. L'application de l'analyse comparative ajoute de la valeur à la compétence du laboratoire et contribue à élargir les possibilités d'amélioration de ses performances. Ces schémas de contrôle externe de qualité sont éducatifs par l'auto-évaluation des participants. Les laboratoires connaissent bien ces schémas puisqu'ils sont obligatoires pour leur accréditation. C'est la norme 1589, même de la dernière édition qui vient d'apparaître. Et il est important de considérer que chaque programme de contrôle externe de qualité introduit certaines limites qui n'est pas approprié de les utiliser comme un seul moyen d'évaluer la qualité d'un laboratoire. Il ne faut jamais oublier le contrôle interne de qualité. Les évaluations externes de qualité fournissent des preuves scientifiques de compétences de laboratoire pour les patients, les organismes d'accréditation et les organismes de réglementation et sont une source unique d'informations qui ne peuvent pas être obtenues par d'autres moyens. Jusqu'à maintenant, les systèmes de contrôle externe de qualité sont utilisés pour traiter uniquement les procédures analytiques des laboratoires, mais récemment, des schémas ont été introduits pour évaluer également les activités pré- et post-analytiques. En tout cas, les EEQ sont définis comme des systèmes de vérification objective des performances du laboratoire à l'aide d'une agence ou d'un organisme externe par l'Organisation mondiale de la santé en 2009. Un cycle d'un programme, comme vous savez, implique un certain nombre de distributions par an, un ou plusieurs matériaux de contrôle, généralement lyophilisés, imitant le sérum ou le plasma, avec plusieurs et différentes concentrations par distribution, sont envoyés au laboratoire. Les participants déterminent la concentration des analytes correspondants dans ces échantillons de commutabilité variée, et ça dépend comment cet échantillon imite le sérum ou le plasma humain. Dans toutes ces étapes, il y a des erreurs et je vais vous analyser après comment l'intelligence artificielle peut nous aider à les découvrir facilement. Alors, les statistiques sont généralement basées sur une moyenne consensuelle de valeurs rapportées après les éliminations de valeurs aberrantes, et ils sont utilisés des algorithmes de regroupement et de la comparaison par méthode et par analyseur, puisque souvent les résultats sont groupés par ces deux paramètres des analyseurs ou les méthodes qu'ils utilisent. Alors, maintenant, l'intelligence artificielle en informatique, la définition, c'est l'étude des agents intelligents. L'intelligence artificielle est l'intelligence démontrée par les machines, contrairement à l'intelligence humaine affichée par les humains. Les agents intelligents, c'est tout appareil qui perçoit son environnement et prend des décisions qui maximisent ses chances d'atteindre ses objectifs avec succès. Alternativement, le terme intelligence artificielle est souvent utilisé pour décrire des machines ou des ordinateurs qui imitent des fonctions cognitives que les humains associent à l'esprit humain, telles que l'apprentissage et la résolution des problèmes. Le théorème de Tesler dit que l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui n'est pas encore fait. Par exemple, la reconnaissance optique des caractères exclut des objets considérés comme l'intelligence artificielle parce qu'elle est devenue une technologie de routine.
les capacités des machines, généralement classées comme des machines à intelligence artificielle, comprennent la compréhension réussie de la parole humaine, bien que ça arrive maintenant au portable, même aux montres, qu'on peut leur parler, et ils comprennent bien qu'est-ce qu'on veut leur dire. La compétition au plus haut niveau dans les systèmes de jeu stratégiques ou les décisions automatiques qu'on utilise dans nos domaines, le fonctionnement autonome des véhicules, les routages intelligents dans les réseaux de diffusion de contenu, dans l'Internet. Vraiment, là, l'intelligence artificielle a bien aidé qu'on ne sature pas ces réseaux des réseaux. Et les simulations militaires. L'intelligence artificielle est fondée en tant que discipline universitaire en 1956. C'est assez vieil. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle dans les contrôles externes de qualité? Il nous aide pour de calculer intelligemment une moyenne consensuelle. Ici, vous voyez, ce sont les résultats d'une ancienne méthode, ce n'est pas l'exokinase, c'est l'oxydase, des résultats qui ont envoyé des labos. Et ici, l'intelligence artificielle peut vraiment voir qu'au total, toutes les méthodes confondues qui utilisent l'oxydase, bon, ce n'est pas une graphe gaussienne, il y a deux pics. Et ça peut être pris en cause pour calculer la vraie moyenne. Il nous aide vraiment à exclure les valeurs aberrantes en utilisant aussi la distribution des résultats. Il nous aide de créer des graphes et de faire la classification d'une manière intelligente. Par exemple, de mettre les échelles les numéros des labos, et pas mettre la totalité, des 150 labos à peu près, mais mettre le maximum de l'échelle au maximum de résultats par bande qu'il apparaît, d'élargir ou de rétrécir ici les bandes de classement de résultats. Il peut stratifier les résultats en utilisant des fonctions experts et évaluer automatiquement la performance des participants et nous aide à éliminer la plupart des erreurs non analytiques, puisque si un laboratoire montre des performances inacceptables au schéma de contrôle externe de qualité, les problèmes peuvent se situer à n'importe quelle étape du travail fait pour donner ces résultats. C'est-à-dire en commençant par le traitement et la restitution de l'échantillon, les problèmes pendant l'analyse, mais des problèmes aussi post-analytiques. Alors, tous les aspects de ce processus doivent être vérifiés et quelques exemples de problèmes qui peuvent être identifiés avec l'aide des algorithmes de l'intelligence artificielle sont des problèmes dans la fabrication, conservation et transport des échantillons de contrôle. On va voir plus tard comment se fait ça. La surchauffe de ces échantillons pendant leur chaîne de stockage et d'utilisation. La congélation des échantillons sensibles liquides. Des erreurs en reconstitution des échantillons qui peuvent être ou mauvais diluants, utiliser la solution saline à la place de l'eau distillée, ou mauvaise dilution, c'est-à-dire de pipetter plus ou moins de diluant dans le flacon des échantillons, puisqu'il y a des problèmes ou dans la pipette elle-même, ou dans le réglage de la pipette, ou même le moment où on fait la restitution en plusieurs étapes, d'oublier ou de mettre une fois plus un volume pour arriver au volume final de l'échantillon. Alors, on aura un facteur d'erreur de pipettage qui peut-être facilement être identifié par les algorithmes décisionnels de l'intelligence intelligente et aussi des mauvais étiquetages dans le laboratoire. Par exemple, de mettre, si on analyse en même temps des échantillons de contrôle externe, le contrôle A à la place du B et l'inverse.
la détection des erreurs, la première, c'est l'inversion d'un échantillon suppli par distribution. Jusqu'à maintenant, on faisait ça en voyant tous les résultats d'un laboratoire et en cherchant si le Z-score était dans tous les paramètres plus grands ou trop petits. Alors, on pouvait bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Maintenant, l'intelligence artificielle permet d'inverser par paramètre ou tous les paramètres et refaire les statistiques. Et si les choses s'améliorent, c'est bien que ça a été une innovation. De la même manière, on peut voir s'il y avait un mauvais choix de l'unité qu'on a utilisée pour les rapports des résultats. Et si les algorithmes voient qu'un résultat c'est plus proche d'un résultat avec une autre unité, ils peuvent changer les unités, refaire les statistiques et indiquer que c'était une erreur des unités ou pendant quand on a fait les graphes des résultats, on peut bien détecter si on est en mauvais pic, c'est-à-dire qu'on dit que nos résultats sont faits avec une méthode, mais en réalité, c'est une autre méthode qui a été utilisée, puisque normalement, dans un labo, on peut avoir un changement de méthode, mais la personne qui entre les résultats dans le programme devait laisser l'ancienne méthode ou l'ancien automate, l'ancien analyseur. Aussi, il peut facilement détecter des fautes de frappe, par exemple 69 à la place de 96, ou aussi détecter les erreurs de biptase, puisque si on veut qu'il y a un rapport par la valeur fixe qu'on essaye de trouver qui a une distance constante, bon, on peut multiplier ou diviser et vraiment chercher quelle était l'erreur de biptase. Aussi, on peut détecter s'il y a un problème de matrice, s'il y a un problème de commutabilité, en regardant si les résultats qu'on obtient, qu'on dise qui est sur un analyseur, une méthode donnée, mais en réalité sont plus proches d'une autre. Aussi, dans ce cas, détecter une mauvaise définition de la machine utilisée ou de la méthode. Les sources de problèmes analytiques, puisque maintenant on parle plus de pré-analytique mais d'analytique, ça peut être les réactifs, les instruments, les méthodes, l'étalonnage de l'instrument, les calculs de résultats. Et on peut facilement, avec ces algorithmes, voir si ce sont des erreurs aléatoires ou systématiques. Et si c'est systématique, par exemple, normalement c'est l'étalonnage ou les calculs. Les instruments, s'ils ne marchent pas correctement, vous avez plus souvent des erreurs aléatoires tout de suite. Aussi, dans des échantillons qui sont assez concentrés ou peu, on peut détecter si les résultats sont en dehors de la plage de mesure de l'instrument et il n'a pas eu une dilution ou manuelle avant les mesures ou automatique dans l'instrument, ou on rapporte des résultats qui sont en dessous du seuil de détection de l'instrument. Alors, ce sont des valeurs aberrantes qu'on dit, surtout si on définit correctement l'instrument avant. Et autre chose qui a été fait, comme Michel Van Bourdol a dit hier, bon, on avait une récente distribution et on a vu qu'on avait quelques résultats on avait quelques machines qui normalement donnaient les mêmes résultats dans des hormones thyroïdes que sur cet échantillon, c'était complètement ailleurs. Après quelques recherches, on a trouvé que cet échantillon qu'on a utilisé avait une énormément haute quantité de la biotine. Alors, on essaye maintenant de traiter le système pour détecter ça en utilisant nos connaissances
connaissance des automates qui sont susceptibles à l'interférence à la biotine et ceux qui ne le sont pas. Quelque chose pour l'Internet des objets, mais c'est l'interconnexion via l'Internet d'appareils informatiques embarqués dans les objets du quotidien de laboratoire aussi, dans des étiquettes, dans des tuyaux, etc., leur permettant d'envoyer et de recevoir des données. C'est l'Internet des objets, c'est le réseau d'appareils physiques, de véhicules, d'appareils électroménagers et autres équipements intégrés à l'électronique, au logiciel, aux capteurs, aux actionnaires et à la connectivité qui permet à ces objets de se connecter entre eux et d'accumuler, d'échanger des données. Le problème avec l'Internet des objets, c'est qu'à cause de la légèreté de l'infrastructure informatique des objets connectés, il y a des failles de sécurité. Alors, c'est un peu dangereux de l'utiliser pour des raisons qui ont une grande importance et sont vitaux dans le fonctionnement de chaque jour. Le concept d'Internet des objets repose sur 3 piliers pour son développement. La connectivité. Aujourd'hui, on peut être connecté partout, ou par les données cellulaires, ou par les réseaux de téléphones mobiles, ou par les réseaux de Wi-Fi qu'on en trouve presque partout. Les capteurs de détection, que maintenant il y a une universalisation d'appareils bon marché dotés de capacités de détection. Il existe des capteurs pour chacun de 5 sens humains. Par exemple, maintenant, les téléphones mobiles peuvent détecter dans quelle position se trouvent, si l'utilisateur les regarde, si l'utilisateur leur parle et comprend ce qu'il lui dit, à quelle vitesse l'utilisateur se déplace, où se trouve dans le monde. Et si on ajoute des capacités de détection avec des capteurs supplémentaires plus sophistiqués qui distinguent les odeurs et les saveurs, ou de qualité chimique, on peut en avoir des objets très performants pour se connecter entre eux et échanger des données. Et aussi, c'est la puissance de calcul, puisque maintenant, nos téléphones de chaque jour ont plus de puissance de traitement de données que les ordinateurs IBM, les mainframes des années 90. Un exemple, on a essayé quelques étiquettes pour les flacons de contrôle externe de qualité qui étaient des étiquettes Internet des objets. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces étiquettes? Ils pouvaient, premièrement, avoir un RFID, c'est-à-dire identifier uniquement l'échantillon qui était dans le plus flacon où il était mis. Il captait et gardait un fichier à l'interne avec les températures qui étaient subies du moment de fabrication de l'échantillon jusqu'au moment où on l'a transvasé dans le type primaire pour le mettre dans l'analyseur. Et aussi, il y avait un capteur de niveau. Alors, le moment où on fait la distribution des échantillons dans les flacons, et on le remet pour faire dissoudre, et après on le laisse sur la paillasse. Il peut mesurer l'auteur où ça arrive et détecter des erreurs de restitution en détectant qu'on a mis plus ou moins d'échantillons dans le flacon. Et on peut lire tout ça à l'aide d'une petite application sur un smartphone. Alors, avant même de procéder au contrôle externe de qualité, on peut être sûr que l'échantillon n'a pas trop souffert pendant le trajet, après la fabrication, ou même dans le labo, et qu'on a mis la bonne quantité d'échantillons là-dedans. Et le moment où le transvase, il nous dit que c'est vraiment l'échantillon A ou l'échantillon B. Bon, si on nous trompe là aussi, bon, on ne pourra faire rien d'autre au point de vue informatique décisionnel pour éviter les erreurs.
Alors, l'utilisation de l'intelligence artificielle avec les technologies d'Internet des objets dans le domaine de l'évaluation externe de la qualité, dans le schéma de tests de compétences en médecine de laboratoire, améliore le fonctionnement de ces programmes et en facilite l'utilisation, trace et élimine les erreurs analytiques, mais aussi les erreurs non analytiques, améliore les informations fournies à leur utilisateur, menant à l'amélioration de la qualité globale des laboratoires participants à ces schémas, en responsabilisant leur personnel et en leur donnant un moyen mesurable de tester leurs compétences individuelles. Quelques mots pour la CGLK, c'est la comité de Global Laboratory Quality, une dernière initiative d'IFCC. C'est bien puisqu'elle est part de ce comité. Son but, c'est de développer et aider au programme de contrôle interne de qualité. On est un peu en retard sur cette portion puisque bon, c'est assez difficile et très coûtant à développer. Essayant d'identifier des fournisseurs capables de fournir des matériaux de contrôle interne de qualité et des logiciels associés pour les donner dans des pays déprouvés, les aider à initier l'application globale dans leur labo de programmes internes de qualité, mais aussi dans le EIQ par le biais d'un appel à candidature pour participer aux différents pays. On a sélectionné déjà une dizaine de pays dépourvus qui bénéficient pour l'instant, après une demande d'offres, on a choisi un fournisseur et on les envoie des contrôles externes de qualité. Et le comité est en train d'analyser les premiers résultats pour voir si ça a bien aidé les laboratoires et si on peut étendre ce programme dans d'autres pays ou dans d'autres laboratoires dans le même pays. Il y a des problèmes de logistique. Ça coûte très cher d'envoyer ces échantillons partout dans le monde, surtout dans les coins les plus dépourvus. Et tout ça, vous pouvez les trouver dans le site d'IFCC. Vous savez, il y a 5 jours que le site deuxième génération c'est en air. Bon, peut-être vous ne serez pas tellement familier si vous allez là, mais je vous jure que c'est beaucoup plus facile à l'utiliser. Avec l'usage fréquent, vous pouvez l'utiliser pleinement. Alors, la Bible du fin, le VLP a été aidé par Abbott, qu'on remercie. Et merci pour votre attention. Les questions, je crois qu'ils seront répondues à la fin de cette session. Et merci encore une fois pour votre invitation.